Bonjour, ils ne s'étaient jamais rencontrés en sommet bilatéral, aussi curieux que ça puisse paraître. Giorgia Meloni et Emmanuel Macron auront donc attendu la dernière année de mandat du président français, la troisième pour la présidente du Conseil italien, pour enfin donner corps au traité du Quirinal, qui avait en 2021 rehaussé la relation franco-italienne au même niveau que celle entre Paris et Berlin. La rencontre qui vient d'avoir lieu à Antibes, non loin de la frontière italienne des côtés français, marque-t-elle un nouveau départ, certes tardif, ou plutôt une évolution notable dans le positionnement de Giorgia Meloni, longtemps vue comme une extrémiste de ce côté-ci des Alpes? Vous nous le direz, Stefano Montefiori, vous qui êtes correspondant en France du quotidien italien Corriere della Sera. Mais revenons d'abord sur les images et le bilan de ce moment et de ce sommet avec Nina Masson. Entre la France et l'Italie, un réchauffement diplomatique après des années d'orage. Dans le décor feutré de la villa Ellenrock, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se retrouvent pour le tout premier sommet franco-italien depuis 2020. Premier terrain d'entente, le Liban. La France et l'Italie, tous deux contributeurs de la finule, veulent déjà préparer l'après-mandat de la force de l'ONU. Ensemble avec Madame la Présidente, nous voulons lancer une coalition sur le dispositif post-finule pour renforcer la souveraineté du Liban et de ses forces armées et empêcher que son territoire ne devienne le point d'appui d'une escalade régionale. Ce sommet vise aussi à refermer une séquence de tensions. Depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, Paris et Rome ont souvent peiné à s'accorder, notamment sur l'immigration. Cette fois, les deux dirigeants ont mis l'accent sur la vitalité de leurs liens bilatéraux, avec 112 milliards d'euros d'échanges commerciaux en 2025. Un rapprochement d'autant plus stratégique au moment où le torchon brûle entre Rome et Donald Trump. Sur l'Iran, la première ministre italienne doit désormais composer avec l'agacement du président américain après le refus italien d'aller au-delà d'un soutien logistique. Nous n'avons pas pris part au conflit avec l'Iran. Si nous l'avions fait, franchement, cela n'expliquerait pas ce sentiment de déception que le président américain exprime à maintes reprises. Nous avons respecté nos engagements en autorisant l'utilisation de nos bases pour des activités qui n'étaient pas de nature militaire, mais logistiques et techniques. À Antibes, les deux délégations ont aussi signé une feuille de route pour 5 ans centrée sur la défense. Une rencontre courte, mais hautement symbolique, alors que les échéances politiques se rapprochent des deux côtés des Alpes. Stefano Montefiori, factuellement, ce sommet débouche sur toute une série d'accords de coopération en matière de défense aérienne, d'énergie nucléaire, de réseaux satellitaires. Les regards de la France et de l'Italie convergent désormais vers le ciel. Oui, c'est une conséquence importante de ces sommets. D'ailleurs, c'est aussi le résultat des négociations qui ont été entamées depuis des mois déjà. On parlait depuis longtemps de ce projet Bromo pour des satellites et une coopération dans le spatial. Et après les satellites Iris-2, il y a tout un tas de domaines. Pour rivaliser avec Starlink d'Elon Musk. Exactement, pour essayer de bâtir sur l'espace aussi, qui a une grande frontière technologique et commerciale et industrielle. Une autonomie stratégique comme Emmanuel Macron la désire et comme il la prône souvent. On a vu Emmanuel Macron prendre Giorgia Meloni par la main pour l'entraîner vers le musée Pablo Picasso. On les a vus multiplier les sourires et les gestes amicaux. Ça reste une relation d'intérêt ou bien leurs rapports personnels sont enfin décrispés? J'imagine qu'ils sont décrispés, c'est possible. Je ne pense pas d'ailleurs que Meloni, comme Macron d'ailleurs, ait l'habitude de cacher trop ses sentiments. C'est assez lisible. Et donc, si on regarde le langage du corps des deux, on pourrait dire qu'ils se sont assez rapprochés. Après, c'est vrai aussi que la vraie consonance, la vraie amitié, c'était plutôt entre Macron et Draghi. Là, il y avait vraiment une vraie... Et ils étaient vraiment proches. Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale. Exactement. Et puis il y a le Liban, c'est la grande annonce de ce sommet. Paris et Rome veulent mettre en place une coalition multinationale pour prendre le relais des casques bleus de la finule, dont le mandat expire à la fin de l'année. La situation au Proche-Orient aura été le point de bascule du rapprochement entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Je ne suis pas sûr que ça soit le point de bascule parce qu'il y a beaucoup des convergences sur beaucoup des domaines, mais c'est vrai aussi que le Moyen-Orient a été un des terrains d'entente entre les deux. Et d'ailleurs, l'UNIFIL va terminer son mandat bientôt. Et la finule en français, la finule, voilà. Oui. Et depuis des mois, en effet, les deux pays parlaient de trouver une façon pour essayer de la substituer.
Oui, car derrière le Proche-Orient, il y a aussi bien sûr Donald Trump, partenaire privilégié et même admiré par Giorgia Meloni. Jusqu'à tout récemment, le président américain s'en est pris de manière surprenante à la présidente du Conseil italien. C'était lors du G7 d'Évian. Elle l'aurait selon lui imploré de prendre une photo à ses côtés. Écoutez la réponse de la principale intéressée, piquée au vif. Certaines choses méritent une réponse immédiate. Les déclarations de Donald Trump sont totalement inventées. Franchement, j'en suis stupéfaite. Je ne comprends pas pourquoi le président des États-Unis se comporte ainsi envers ses propres alliés. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela se produit. Je ne peux que déplorer qu'il ne fasse pas preuve de la même détermination envers les ennemis de l'Occident, envers les ennemis des États-Unis, envers des dirigeants avec lesquels il se montre au contraire bien plus conciliant. Mais il y a une chose dont il doit se souvenir, ni l'Italie ni moi ne supplions jamais. Et à l'image de cet échange, Giorgia Meloni prend ses distances avec Donald Trump, Natalia Mendoza. Oui, clairement, cette brouille marque un tournant dans les rapports car Giorgia Meloni avait beaucoup investi dans sa relation avec Donald Trump depuis le début de son mandat. On se souvient, Meloni était la seule dirigeante européenne présente à sa cérémonie d'investiture à Washington. Elle espérait jouer le rôle de pont avec l'Europe, d'interlocutrice privilégiée en profitant de sa proximité idéologique car elle vient de la droite souverainiste. Mais aujourd'hui, elle ne peut que constater l'échec de cette stratégie. Cette passe d'armes entre les deux montre bien que la lune de miel est finie. Meloni semble prendre acte d'avoir misé sur le mauvais cheval et pour beaucoup de commentateurs ici, on assiste à un repositionnement du gouvernement italien qui renforce son ancrage au sein du bloc européen en dépit d'une relation privilégiée avec les États-Unis. Montefiore, vous avez été surpris, vous, de voir cette brouille éclater au grand jour? Un peu surpris, oui, mais de l'autre côté aussi, il y avait des éléments objectifs qui laissaient présumer que cette supposé rôle de pont de Giorgia Meloni n'allait pas aboutir. D'ailleurs, je pense que finalement, elle a été plutôt contente de ces bruits parce qu'elle lui permet de se détacher une fois pour tous, ou de toute façon, pour le moment. Aux yeux de son propre électorat, c'est plus payant de ne plus être l'allié je crois que c'est plus payant. Et en général, comme Trump est vraiment très impopulaire en Italie, particulièrement impopulaire, je pense même par rapport à d'autres pays européens. Je pense que cette attaque de Trump à l'égard de Meloni lui a rendu plutôt service. D'ailleurs, elle a été habile dans sa réponse vidéo. Je pense qu'elle a réussi à sortir par le haut, disons, de cette crise. Le conflit a éclaté au grand jour lorsque l'Italie a refusé d'accorder aux États-Unis l'accès à ses bases militaires sur son territoire pour leurs opérations contre l'Iran. Mais le feu couvait en réalité depuis le 7 octobre 2023 et ses suites. L'Italie n'est pas sur la même ligne de Washington face à la réponse israélienne. Oui, même pas sur la même ligne de Washington, même si l'Italie a, comme toujours, essayé de garder son soutien, son appui, déjà fondamentalement au peuple israélien, mais aussi d'avoir de bonnes relations avec l'État israélien. Mais c'est vrai qu'elle a été parfois critique à l'égard du gouvernement et ainsi faisant, elle s'est détachée de la ligne des appuis total et absolu que jusqu'à un moment était celle de Trump. Après, on voit au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Voilà, dans les dernières semaines, même Trump a commencé à critiquer fortement Netanyahou. D'autant que le Liban, c'est effectivement un point clé aussi pour l'Italie, le soutien à l'État libanais, tout comme pour la France. Oui, et en plus, la participation de l'Italie à la force multinationale est très, très importante depuis toujours. Il y a une présence très importante de l'Italie au Liban, justement pour essayer d'aider l'indépendance du Liban. Donc là aussi, c'est vrai que ça a été important, cette convergence avec la France. L'Italie est aussi victime, comme ses partenaires, du désengagement américain d'Europe. Elle se voit davantage un avenir européen transatlantique? Oui, je crois. D'ailleurs, mais il faut dire que j'ai l'impression que ces jours-ci voient l'éclatement au grand jour d'une tendance qui est là depuis presque le premier jour de l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir. Elle a été élue sur une base plutôt eurosceptique, mais finalement, elle a essayé tout de suite de se rapprocher des partenaires européens. Elle a une très bonne relation avec Ursula von der Leyen. Et la présidente de la Commission européenne. Donc finalement, c'est un chemin qu'elle a pris tout de suite et qui voit aujourd'hui ses résultats.
Et sur l'Union européenne, comme sur nombre d'autres sujets, Giorgia Meloni a surpris, donnant le sentiment parfois d'évoluer sur ses positions, quitte à renier la militante post-fasciste qu'elle fut durant une longue carrière politique, débutée dès ses 15 ans. À l'heure du bilan, Maya Neissiatagen, qu'a réalisé Giorgia Meloni au regard des promesses qu'elle avait faites aux électeurs italiens? Alors en 2022, Giorgia Meloni se définissait, je cite, comme une femme, une mère, une italienne et une chrétienne, mais elle était aussi la candidate anti-austérité. Et pourtant, c'est la politique qu'elle mène depuis son accession au pouvoir, avec des coupes dans la santé, dans la culture, dans l'aide aux plus pauvres, quand le patronat, pendant ce temps, dénonce la baisse des crédits d'impôts accordés aux entreprises. Alors, bilan, économiquement, Giorgia Meloni en est très fière. Le déficit public a effectivement baissé. Il s'approche de la limite à 3% fixée par l'Union européenne. Et pareil, la dette publique, elle aussi, a fondu, même si elle reste la deuxième d'Europe. Alors, ce sont des prouesses qui ont été rendues possibles notamment par l'aide européenne, des subventions, des prêts. Mais selon les économistes, le problème, c'est qu'en parallèle, il n'y a pas eu des réformes structurelles. Et on peut le voir, la croissance italienne sous Giorgia Meloni, elle reste stable et les salaires en parallèle restent bas. La productivité demeure faible. Giorgia Meloni se targue d'avoir baissé le chômage global. Oui, mais chez les jeunes, il continue d'être très élevé et cela les pousse, pour beaucoup d'entre eux, à émigrer. Pendant ce temps, le pays continue à vieillir, forçant Giorgia Meloni à revenir sur aussi ses propos pendant la campagne. Elle espérait avancer l'âge de départ à la retraite. C'était un échec pour celle qui promettait de lutter contre le déclin démographique, notamment par le renforcement, je cite, des valeurs chrétiennes. Échec également pour Giorgia Meloni pour modifier la Constitution, instaurer par exemple un suffrage universel pour désigner le président ou la présidente du Conseil. Et quant à sa très critiquée réforme de la justice, elle a été rejetée par référendum. Alors bilan, en avril dernier, 35% des Italiens avaient une opinion favorable de Giorgia Meloni. La base lui est toujours très acquise, notamment pour ce type de promesses de campagne réalisées. Le décret sécurité, très critiqué des ONG, qui a créé de nombreux délits et durci les peines pour de nombreux actes, notamment de contestation. Stefano Montefiori, elle a changé, Giorgia Meloni, au contact des réalités, ou bien avait-elle caché son jeu jusque-là pour parvenir au pouvoir ? Je crois un peu les deux, c'est-à-dire que déjà, même elle savait très bien quand elle s'est présentée en tant que candidate qu'elle n'aurait pu maintenir jusqu'au bout son programme et même son histoire, elle n'a jamais régné et n'était pas vraiment au cœur de sa proposition politique. En plus, elle a dû se réajuster au contact de la réalité et les produits finaux. Un leader qui essaie de faire ses preuves en Europe, je crois qu'elle y arrive pas trop mal, mais c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup à voir avec l'image de l'extrémiste de droite qui lui avait été collée au début. Et ça lui est reproché aujourd'hui par sa droite, l'ancien général Roberto Vanacci, eurodéputé puis fondateur du parti Futuro Nazionale, comme elle avait elle-même finalement débordé la Ligue du Nord de Matteo Salvini lorsque lui-même était au pouvoir. Ça, c'est un aspect intéressant de la situation politique italienne en ce moment. Il y a une recomposition qui est toujours là. Et d'ailleurs, Vanacci, peut-être qu'elle va être un péril, une menace plutôt pour la Ligue que pour Giorgia Meloni. La Ligue du Nord. Anciennement Ligue du Nord, oui. La Ligue est l'allié de la coalition Ligue lombarde. Voilà. L'allié du gouvernement de Meloni et qui voit à sa droite Vanacci, qui est lui vraiment extrémiste de droite, proche des positions de l'AfD en Allemagne et vraiment sur des positions que Meloni a régné depuis longtemps. Et conséquence, aujourd'hui, Giorgia Meloni est vue comme une véritable partenaire par Bruxelles, Alix Le Bourdon. Depuis le clash avec Donald Trump au G7, le rapprochement de Giorgia Meloni avec ses homologues européens est bien réel, une sorte de retraite stratégique vers le camp européen après avoir été, parmi tous les dirigeants du vieux continent, l'interlocutrice privilégiée du président américain. Mais il faut aussi rappeler que Giorgia Meloni n'a jamais cherché la rupture avec l'Union européenne. Lors de son arrivée au pouvoir en 2022, beaucoup prédisaient une confrontation directe avec Bruxelles. Ça ne s'est pas produit. Giorgia Meloni a maintenu un soutien ferme à l'Ukraine au prix d'une tension réelle au sein de sa propre coalition. Elle a aussi travaillé avec Ursula von der Leyen sur le dossier migratoire, au point que la présidente de la Commission européenne s'est rendue à Lampedusa pour soutenir les initiatives italiennes. Et Rome reste le premier bénéficiaire des fonds de relance européens, 191 milliards d'euros. Pour autant, les frictions restent bien réelles. Sur les migrations, Rome pousse pour une ligne plus dure, des
positions que plusieurs États membres rejettent. Et sur le pacte vert, les normes automobiles et agricoles restent des pommes de discorde. Stefano Montefiori, en matière budgétaire, elle est solidaire de la France pour maintenir en place la politique agricole commune et ne surtout pas toucher aux fonds structurels. Oui, voilà, c'est l'un des enjeux qui voit objectivement la France et l'Italie avoir des intérêts communs. D'ailleurs, ça a été un peu le leitmotiv de la rencontre d'hier. Au-delà de la personnalité des leaders, il y a vraiment désormais des économies qui sont compénétrées et des intérêts budgétaires, mais aussi industriels, commerciaux, qui sont tellement proches que ça oblige les leaders à aller d'accord, en tout cas. Pour mieux comprendre le chemin parcouru et d'où vient Giorgia Meloni, notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza, est partie à la rencontre de ces nostalgiques de Mussolini. Ce soir-là, dans la périphérie de Milan, les fantômes du passé refont surface. Ce cortège rend hommage à un néofasciste tué par des militants d'extrême gauche en 1975. Sergio Ramelli, membre de l'organisation de jeunesse du MSI, un parti néofasciste fondé après la Seconde Guerre mondiale par des partisans de Benito Mussolini. Plus d'1 millier de militants néofascistes font fièrement le salut romain. Le parquet de Milan a ouvert une enquête. La scène a suscité l'indignation de l'opinion publique italienne, mais pas de condamnation officielle de la première ministre Giorgia Meloni. Elle-même, ancienne militante du MSI et cofondatrice du parti nationaliste et ultra-conservateur Fratelli d'Italia. Un membre de son parti participe à la cérémonie officielle en hommage au même néofasciste. Ignazio La Russa, président du Sénat italien, qui n'a jamais caché son admiration pour le Duce. Un souvenir édulcoré que combat Angelo Longhi face à la banalisation des saluts fascistes, de plus en plus fréquents lors des rassemblements publics de sympathisants. Si une scène de ce style se produisait en Allemagne, ils seraient tous arrêtés immédiatement et jugés. Ici, en Italie, un pays qui n'a jamais vraiment réglé ses comptes avec le passé, on est au contraire tolérant envers ce genre de spectacle honteux. Ce salut était celui de ceux qui envoyaient les Juifs brûler dans des camps d'extermination. La querelle autour de la mémoire historique de la période fasciste reste encore vive en Italie. Alors, il faut rappeler que Stefano Montefiori, que le MSI avait lui-même évolué sous la conduite notamment de Gianfranco Fini pour intégrer la droite traditionnelle à l'époque en coalition, c'était au début des années 2000 avec Silvio Berlusconi. Rappelons tout de même qu'elle-même, Giorgia Meloni, est une enfant du quartier populaire de la Garbatella, c'est au sud de Rome, et elle s'est construite dans l'adversité, la rébellion face à ce qui incarnait à l'époque un quartier typique de l'Italie rouge. Oui, absolument. Absolument. Et d'ailleurs, ça fait partie de la personnalité et aussi de la proposition politique de Giorgia Meloni. Elle revendique, elle assume totalement ses origines du quartier populaire. Elle se vante même d'être un underdog, comme elle définit elle-même. Oui. Elle a parlé en outsider, comme on dit en français. Voilà, elle a parlé en ces termes, même le premier jour de son discours à la Chambre des députés. Et voilà, donc ça, ses origines, sa lutte un peu à contre-courant deviennent aussi un trait de sa personnalité, un trait de sa proposition politique, de son image. Elle a gardé son accent assez populaire. En même temps, elle parle pas mal de langues. Oui, donc, elle est polyglotte, il faut le dire. Voilà, exactement. Français, espagnol, italien. Et donc, italien, forcément. Anglais. Elle réussit un peu ce mélange d'authenticité et quand même des capacités de parler avec les leaders internationaux. En matière migratoire, Giorgia Meloni a dû composer là aussi avec la réalité, tout en imprimant sa marque en Europe. Maya Neissiatagen. Giorgia Meloni a clairement imposé le sujet des migrations dans les sommets européens avec une ligne dure. C'était aussi ce dont elle parlait lors des différentes campagnes électorales par le passé. Sa proposition phare dès 2022, c'était un blocus naval pour repousser les bateaux avec des migrants pour qu'ils n'atteignent pas l'Italie. Et dans ce même blocus naval, il s'agissait aussi de repousser les bateaux des ONG qui leur porteraient secours. Alors ce projet, il a été remis au goût du jour.
jour et il est toujours à l'étude au Parlement. Il inclut d'envoyer ces migrants interceptés vers des pays qui ont conclu des accords avec l'Italie hors du cadre européen, comme par exemple la Tunisie, mais surtout l'Albanie. L'Italie a signé un accord avec l'Albanie pour y créer des hubs de retour, des centres d'accueil de migrants qui n'auraient pas eu leur demande d'asile acceptée. Ces hubs, ils n'ont jamais été vraiment opérationnels, jamais vraiment lancés, parce qu'ils ont été jugés non conformes aux règles européennes. Et si le concret, au final, est assez limité, eh bien, il faut le dire, c'est une politique qui essaye de décourager l'arrivée de migrants vers l'Italie. Et bilan, Giorgia Meloni se targue d'avoir une baisse de 60% de l'immigration clandestine, mais en parallèle, eh bien, vous le voyez, l'Italie de Meloni accueille plus de migrants que les précédents gouvernements. Ce n'est pas l'immigration illégale, c'est la migration légale, une immigration dite de travail ou choisie. D'ici 2028, la coalition au pouvoir devrait délivrer près d'1 demi-million de visas de travail extra-communautaires. Pourquoi ? Parce que l'Italie manque cruellement de main-d'œuvre. C'est le pays le plus vieillissant d'Europe. Stefano Montefiori, vous avez été étonné qu'une fois au pouvoir, elle rompe avec ses dogmes, justement, et fasse appel à ce demi-million de travailleurs étrangers ? Pas totalement, justement, parce que je pensais que c'était des dogmes impossibles à tenir. Justement, comme la collègue disait tout à l'heure, très justement, le besoin des main-d'œuvre étrangères est un fait. Ce n'est pas lié aux opinions politiques. L'Italie manque cruellement des travailleurs, des malgré ses arrivées massives sur ses côtes. Hein. Oui, exactement. Et donc, forcément, c'est nécessaire pour les industries. D'ailleurs, les industries demandent un mécanisme qui permet aux gens d'arriver en Italie pour travailler. Donc, c'était logique. Alors, si elle a renié un peu sur ses convictions, elle a néanmoins su emmener ses partenaires européens sur ses idées en matière migratoire, avec la mise en place du pacte asile et immigration en Europe, qui prévoit notamment d'installer des centres en dehors du territoire européen pour y renvoyer les déboutés du droit d'asile. Oui, il faut dire que l'exemple de l'Albanie n'est pas encourageant. Après, oui, au niveau européen... Oui, parce qu'elle a conclu un accord avec l'Albanie pour le faire, qui avait valeur un peu de laboratoire de test. Oui, alors, si les tests, celui-là, il faut dire qu'il a été complètement raté, parce que finalement, ces centres ne sont pas du tout opérationnels et ils ont été très coûteux. Et ça, d'un point de vue concret, ça ne servit pas à grand-chose. Et après, il faudra voir aussi si au niveau européen, il y aura une suite, parce que, par exemple, la France est totalement contraire. Et ça, c'est déjà l'un des peu sujets où il y a encore un désaccord. Et le fait qu'elle ait été suivie montre qu'elle est aujourd'hui, elle occupe une position centrale sur cette question-là en Europe ? Et non plus marginal ? Oui, je pense effectivement que les autres se sont rapprochés de ces positions. Elle aussi a abandonné les positions plus extrêmes, donc forcément il y a une certaine entente. Après, oui, sur la migration, donc oui. Après, il y a d'autres sujets comme tout à l'heure on évoquait par exemple les salaires très bas, très bas, et aussi le problème de la croissance qui est vraiment très très basse. Et ça, c'est des choses économiques très importantes, très graves, qui touchent la population jour par jour. Et d'ailleurs, c'est l'une des faiblesses des Meloni en ce moment. Sinon, on remonte en tout cas aux origines de l'arrivée sur le devant de la scène politique de partis autrefois marginaux, comme celui de Giorgia Meloni. Il y a l'opération Main propre, qui dans les années 90 vit s'effondrer les formations autrefois hégémoniques de la démocratie chrétienne et du Parti socialiste. Retour en arrière et en images. Quand les Italiens descendent dans la rue, ils n'ont pas de pitié pour les hommes politiques. Des insultes et une manifestation de masse hier à Milan pour protester contre la justice à deux vitesses. Le décret pour amnistier les politiques mouillés dans des affaires de corruption ne passera pas. Le président de la République italienne a refusé de signer. Dernière affaire en date dans cette Italie secouée par les scandales politico-financiers, l'arrestation pour corruption de cet homme, Gabriele Cagliari, président du groupe public Eni, le deuxième holding du pays spécialisé dans les hydrocarbures et la chimie. Le groupe de M. Cagliari est au centre de l'enquête sur la corruption généralisée en Italie et apparaît comme l'un des plus gros bailleurs de fonds du Parti socialiste. Commencée il y a plus d'1 an à Milan, la guerre contre la corruption a déjà fait quelques centaines de victimes, des hommes d'affaires, des hommes politiques actuellement poursuivis ou emprisonnés. Stefano Montefiori, plus de 3 décennies plus tard, avec Giorgia Meloni, on est arrivé au bout de la recomposition, d'après vous, du système politique italien ?
Pas complètement. Je pense qu'il y a encore en marge des changements. Et d'ailleurs, on assiste déjà à la gauche, le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles essaient de se recomposer, de s'allier pour défier la droite de Meloni. Mais aussi à sa droite, Meloni trouve désormais la formation politique du général Vannacci, qui a des liens plutôt avérés avec la Russie de Poutine, qui a une proposition très extrémiste. Et donc on verra dans les prochains mois comment ça va évoluer, mais disons que le scénario politique est toujours en mouvement. Merci beaucoup Stefano Montefiore d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce numéro du Monde dans tous ses états sur notre site france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.